Avez-vous déjà eu l'impression que votre cerveau, tel un super ordinateur, se mettait soudainement à ramer? Tout semble fonctionner, mais les applications s'ouvrent au ralenti, la mémoire est saturée et des messages d'erreur apparaissent sans cesse à l'écran. Aujourd'hui, nous allons parler du logiciel le plus crucial de cet ordinateur, votre santé mentale et cognitive. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous verrez votre cerveau d'une toute autre manière et découvrirez des moyens simples de l'optimiser. Mais avant toute chose, comprenons de quoi il s'agit. Pendant longtemps, la santé mentale était un sujet tabou. On croyait que c'était l'affaire de quelques-uns, réservé aux personnes souffrant de problèmes graves. Mais aujourd'hui, nous comprenons que la santé mentale ne se résume pas à l'absence de maladie. C'est notre capacité à gérer le stress, à profiter de la vie, à bâtir des relations et à réaliser notre potentiel. Quant à la santé cognitive, c'est la vivacité de notre esprit, notre mémoire, notre attention et notre capacité à apprendre de nouvelles choses. Ce sont les deux faces d'une même médaille et elles sont indissociables. Alors, plongeons-nous dans le monde de notre cerveau. Prêt? La première chose, et peut-être la plus cruciale à comprendre, c'est le lien indissociable entre votre cerveau et votre corps. Ce ne sont pas deux entités distinctes, mais un système unique et complexe où tout est interconnecté. Pensez-y un instant. Quand vous avez un rhume et de la fièvre, avez-vous du mal à vous concentrer sur votre travail? Évidemment, vos pensées sont embrouillées, votre morale est au plus bas et la seule envie est de rester couché. Votre état physique dicte directement votre bien-être mental. Maintenant, voyons les choses sous un autre angle. Avez-vous déjà ressenti des papillons dans le ventre avant un événement important? Ou un mal de tête après une journée longue et stressante? C'est votre cerveau qui envoie des signaux à votre corps. Le stress, l'anxiété, la peur, toutes ces émotions ont des manifestations physiques très réelles. On peut imaginer ce lien comme une autoroute à double sens très fréquentée. Des signaux y circulent constamment, hormones, neurotransmetteurs, impulsions nerveuses. Votre cerveau écoute en permanence votre corps et le corps, lui, réagit à chacune de vos pensées et émotions. C'est un dialogue ininterrompu. C'est précisément pourquoi il est futile d'essayer de réparer l'esprit en ignorant le corps, et vice-versa. Comprendre ce lien fondamental est notre point de départ. C'est la clé pour apprendre à gérer son état dans sa globalité, plutôt que de lutter contre des symptômes isolés. Voici le premier mythe populaire que nous devons démystifier. Vous l'avez sûrement entendu 1000 fois. Il est imprimé sur des tasses et partagé sur les réseaux sociaux. Pensez positif et tout ira bien. Ça paraît si simple et si tentant, n'est-ce pas? Mais malheureusement, c'est l'une des idées reçues les plus néfastes en matière de santé mentale. Imaginez que le moteur de votre voiture tombe en panne. Vous n'allez pas rester là à lui parler en le suppliant. « Allez, ma petite voiture, pense positif, démarre. » C'est absurde. Vous allez ouvrir le capot, tenter d'identifier la cause ou emmener la voiture chez un mécanicien qui saura quoi faire. Avec notre cerveau, c'est très comparable. Parfois, les problèmes sont bien plus profonds qu'un simple coup de blues. Il peut s'agir d'un déséquilibre chimique, d'un stress chronique ou d'habitudes de pensée négatives profondément ancrées qui se sont installées au fil des ans. La pensée positive est un excellent outil. C'est comme un lustrage de la carrosserie et un intérieur impeccable pour votre voiture. Ça rend le trajet plus agréable. Mais si le moteur est défectueux, aucun lustrage ne fera avancer la voiture. Tenter de masquer un problème grave avec de simples affirmations, c'est comme coller un sparadrap sur le voyant Check Engine du tableau de bord. Le problème ne disparaîtra pas pour autant et avec le temps, il ne fera qu'empirer. Parlons de l'éternel débat, génétique ou mode de vie. Beaucoup de gens pensent que si la dépression ou les troubles anxieux sont présents dans leur famille, ils sont d'emblée condamnés. Comme si leur destin était scellé avant même leur naissance et qu'il était impossible de changer quoi que ce soit. Certes, la génétique joue un rôle indéniable. Elle est comme la donne initiale des cartes au début de ce jeu qu'on appelle la vie. Certains tirent les bonnes cartes, une résilience innée au stress et un optimisme à toute épreuve, tandis que d'autres reçoivent des cartes moins favorables comme une prédisposition à l'anxiété. C'est un fait qu'on ne saurait ignorer, mais voici le point essentiel. La partie est loin d'être terminée.
Les cartes que vous avez en main ne sont que les conditions de départ. Votre mode de vie, lui, c'est la façon dont vous choisissez de jouer ces cartes. C'est votre stratégie. Vous pouvez avoir en main des cartes qui ne sont pas les meilleures, mais si vous êtes un joueur avisé et attentif, vous pouvez tout de même remporter la partie. À l'inverse, on peut avoir un jeu en or et jouer de manière imprudente pour finalement tout perdre. Vos habitudes quotidiennes, le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, ce sont vos coups dans cette partie, et ce sont elles qui, en fin de compte, déterminent le résultat, bien plus que la donne initiale. Alors non, vous n'êtes pas l'otage de votre génétique. Vous êtes un joueur. Concentrons-nous à présent sur les principaux ennemis de notre esprit. Et l'ennemi numéro 1, celui qui mérite une attention toute particulière, c'est le stress chronique. Comprenez-moi bien, tout stress n'est pas forcément négatif. Un stress de courte durée, par exemple, avant un examen ou une présentation cruciale, peut même s'avérer bénéfique. Il nous mobilise, poussant notre cerveau à travailler plus rapidement. C'est un peu comme un court sprint pour notre organisme. Mais le stress chronique, c'est une toute autre histoire. Imaginez un instant qu'une alarme incendie se déclenche chez vous. C'est très utile, bien sûr, si un incendie se déclare vraiment. Mais que se passerait-il si elle hurlait, sans interruption, jour après jour, semaine après semaine? Vous ne pourriez plus ni dormir, ni travailler, ni simplement vivre en paix. Vous seriez en état d'alerte permanent. Eh bien, c'est précisément ce que le stress chronique fait à votre corps. Il pousse votre alarme interne, ce fameux système de combat ou de fuite, à fonctionner sans relâche. Votre organisme produit en permanence l'hormone du stress, le cortisol, se préparant à une menace qui n'existe pas réellement. Et ce niveau constant et élevé de cortisol consume littéralement les ressources de votre cerveau. Il altère la mémoire, entrave la prise de décision éclairée et mène à ce fameux état de brouillard mental. Ce n'est pas qu'une simple sensation de fatigue, c'est un véritable épuisement du système nerveux. Après le stress, voici son fidèle allié, le manque de sommeil. Nous avons souvent tendance à considérer le sommeil comme une variable d'ajustement, une chose que l'on peut sacrifier. Un projet à terminer, on reste debout jusqu'à 2 heures du matin. Envie de regarder une autre série? Eh bien, on dormira 1 heure de moins, on se dit qu'on se rattrapera le week-end, sauf que le cerveau, lui, ne se laisse pas berner si facilement. Imaginez votre ordinateur après une journée de travail acharné, des dizaines d'onglets ouverts, des téléchargements, des programmes lancés. En fin de journée, il commence à ramer, n'est-ce pas? Que faites-vous? Vous le redémarrez, bien sûr. Pendant ce redémarrage, le système ferme tous les processus superflus, nettoie les fichiers temporaires et optimise son fonctionnement. Le sommeil, c'est précisément cela, le redémarrage quotidien de notre cerveau. Loin d'être un état passif, c'est un processus extrêmement actif. Pendant que vous dormez, votre cerveau procède à un grand nettoyage. Des cellules spécialisées, telles de petites éboueurs, éliminent littéralement les toxines et les déchets métaboliques accumulés tout au long de la journée. Pendant ce temps, un tri de l'information s'opère. Ce qui est important est transféré vers la mémoire à long terme, tandis que l'inutile part à la corbeille. Quand nous manquons de sommeil régulièrement, nous privons notre cerveau de ce redémarrage vital et indispensable. Les toxines s'accumulent, les informations se mélangent. Le résultat, le matin, vous vous réveillez déjà épuisé, vous avez du mal à vous concentrer et votre mémoire vous fait défaut au moment le plus inopportun. Ce n'est pas de la paresse, mais bien la conséquence directe d'un déficit de sommeil. Un autre ennemi silencieux et insidieux, c'est notre alimentation. Nous avons souvent tendance à envisager la nourriture sous l'angle de la silhouette, les calories, les protéines, les lipides, les glucides. Pourtant, nous oublions trop souvent que notre cerveau est l'organe le plus énergivore de tout le corps. Il consomme près de 20% de notre énergie totale, alors même qu'il ne représente qu'une fraction minime de notre poids corporel. Et la qualité de cette énergie revêt une importance capitale. Poursuivons notre analogie avec la voiture. Vous ne songeriez pas à verser de l'essence bon marché, de mauvaise qualité, remplie d'impuretés dans le réservoir d'une voiture de sport de luxe, n'est-ce pas? Vous comprenez parfaitement que cela endommagerait rapidement le moteur.
Alors, pourquoi traitons-nous si souvent notre propre cerveau de la sorte? Les produits riches en sucre, en graisses trans et les glucides raffinés, c'est précisément ce que l'on pourrait appeler le mauvais carburant. Ils procurent un pic d'énergie rapide mais éphémère, suivi d'une chute brutale, d'une léthargie et de ce fameux brouillard cérébral. Le cerveau, tout comme un moteur, a besoin de matériaux de construction de qualité et d'un carburant pur pour fonctionner de manière durable et stable. Les acides gras oméga 3, les antioxydants, les vitamines, les glucides complexes, voilà ce qui lui permet de fonctionner à plein régime. Nourrir son cerveau avec du fast-food, c'est comme réduire délibérément ses performances. Et si l'ennemi, celui que vous tenez très probablement en ce moment même entre vos mains, était ce flux incessant d'informations, les notifications continues des messageries, les fils d'actualité, les courtes vidéos qui défilent à l'infini, tout cela génère ce que les scientifiques appellent le bruit numérique. Notre cerveau n'est tout simplement pas adapté, sur le plan évolutif, à une telle surcharge. Imaginez que vous tentez de vous concentrer sur votre travail, alors que dans la pièce, la télévision et la radio sont allumées, et que quelqu'un vous tire constamment par la manche pour vous poser des questions. C'est à peu près dans ces conditions que notre cerveau fonctionne la majeure partie de la journée. Chaque notification, chaque nouveau titre constitue une micro-distraction. Elle force notre cerveau à basculer son attention. Or, chaque basculement représente une dépense significative de ressources cognitives. En conséquence, dès le milieu de la journée, nous nous sentons vidés, pressés comme un citron, alors que nous n'avons a priori rien fait de physiquement épuisant. Cette exposition constante aux multitâches mine notre capacité à la concentration profonde. Nous nous habituons à une consommation superficielle de l'information et il nous devient de plus en plus difficile de nous concentrer sur une seule tâche pendant plus de 15 minutes. Le bruit numérique ne se contente pas de nous distraire, il surcharge littéralement notre système cognitif, provoquant fatigue mentale et anxiété. Un autre facteur, devenu particulièrement prégnant ces dernières années, est l'isolement social. Nous sommes des êtres profondément sociaux. Pendant des millénaires, la survie de nos ancêtres dépendait directement de leur appartenance à un groupe. Être banni de la tribu était synonyme de condamnation à mort. Ce mécanisme ancestral est toujours profondément ancré dans notre cerveau. Il perçoit le sentiment de solitude comme un signal de danger. Le cerveau passe alors en mode de vigilance accrue, scannant constamment l'environnement à la recherche de menaces. Cela engendre un stress chronique dont nous avons déjà parlé, avec toutes les conséquences que cela implique. Une communication authentique et de qualité avec autrui n'est pas seulement un passe-temps agréable, c'est un besoin vital pour notre équilibre psychique. Lors d'une conversation avec un ami, d'une étreinte avec un proche, ou même d'un simple échange de sourires avec un collègue, notre organisme produit de l'ocytocine, la fameuse hormone de la confiance. Elle réduit le niveau de cortisol, calme le système nerveux et nous procure un sentiment de sécurité et d'appartenance. Lorsque nous en sommes privés, le cerveau ne reçoit pas la recharge nécessaire. Un isolement prolongé peut entraîner des états dépressifs, une anxiété accrue et même une diminution des fonctions cognitives. Nous sommes faits pour être ensemble. Assez parlé des choses négatives. Nous avons identifié nos ennemis. Passons maintenant aux armes. Et le premier outil, le plus accessible et le plus puissant pour améliorer votre santé mentale, c'est la pleine conscience, ou, comme on dit souvent aujourd'hui, le mindfulness. Mais qu'est-ce que c'est? En termes simples, c'est l'art d'être ici et maintenant. Notre esprit est une véritable machine à voyager dans le temps. Il vagabonde sans cesse. Tantôt il ressasse les erreurs du passé, tantôt il s'inquiète pour l'avenir. Et très rarement, il se trouve dans le moment présent. Cette errance mentale constante est incroyablement épuisante. La pratique de la pleine conscience est un entraînement pour votre muscle de l'attention. C'est comme un bouton pause pour notre esprit agité. Le moyen le plus simple de commencer est de vous concentrer sur votre respiration. Asseyez-vous simplement quelques minutes en silence et observez l'air qui entre et qui sort de vos poumons. N'essayez rien de changer, observez juste. Votre esprit va se distraire, c'est tout à fait normal. Des pensées vont surgir et disparaître.
Votre tâche n'est pas de vous réprimander pour cela, mais de ramener doucement encore et encore votre attention à votre souffle. À chaque retour, vous entraînez votre cerveau, vous lui apprenez à ne pas être l'esclave de pensées et d'émotions passagères, mais à en être l'observateur calme. C'est une compétence simple qui change radicalement la façon dont nous réagissons au stress. Notre prochain allié, c'est l'activité physique. Beaucoup de gens croient encore que le sport se résume aux muscles, à la perte de poids ou à une belle silhouette. Pourtant, en réalité, l'un des principaux bénéficiaires de vos séances d'entraînement n'est autre que votre cerveau. Lorsque vous bougez, que ce soit en courant, en dansant, en nageant ou même lors d'une simple marche rapide, une véritable alchimie opère dans votre corps. Votre organisme se met alors à produire activement des endorphines. Souvent appelées hormones du bonheur ou analgésiques naturelles, ce sont elles qui procurent ce sentiment agréable d'euphorie légère et de détente après une bonne séance. Mais ce n'est pas tout. L'activité physique augmente également les niveaux d'autres neurotransmetteurs cruciaux, la sérotonine et la dopamine. Ces derniers sont responsables de notre humeur, de notre motivation et de notre sensation de plaisir. En somme, l'exercice régulier agit comme un antidépresseur doux et naturel. De plus, bouger améliore l'irrigation sanguine du cerveau, ce qui signifie qu'il est mieux oxygéné et reçoit davantage de nutriments. Cela influence directement ses fonctions. La mémoire, la concentration et la vivacité d'esprit s'en trouvent améliorées. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez abattu ou un peu déprimé, au lieu de vous affaler sur le canapé, essayez plutôt de faire une marche de 20 minutes. L'effet pourrait bien vous surprendre. Nous avons déjà évoqué l'importance du sommeil, mais approfondissons un peu plus ce sujet. Un sommeil réparateur n'est ni un luxe ni un signe de paresse. C'est une nécessité absolue et vitale pour la santé de votre cerveau. Traitez-le avec la même rigueur que votre alimentation ou votre hygiène. Imaginez une métropole animée en pleine journée. Voitures, passants, vacarmes, un mouvement incessant. Maintenant, visualisez cette même ville au cœur de la nuit. Le mouvement est quasi inexistant et les balayeuses entrent en scène. Elles lavent les chaussées, collectent les ordures, réparent les routes. La ville se prépare pour une nouvelle journée. C'est exactement ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous dormez. Le jour, il est une métropole bouillonnante d'idées, de tâches et d'impressions. La nuit, son service de nettoyage interne s'active. C'est alors que s'active le système lymphatique qui, tel une puissante douche, nettoie les tissus cérébraux, éliminant les déchets métaboliques, notamment la protéine bêta-amyloïde, dont l'accumulation est liée à la maladie d'Alzheimer. De plus, le sommeil est le moment clé de la consolidation de la mémoire. Toutes les informations recueillies durant la journée sont traitées, triées et archivées. C'est pourquoi, après une bonne nuit de sommeil, vous retenez mieux ce que vous avez appris la veille. En négligeant votre sommeil, vous ne vous contentez pas de vous sentir fatigué. Vous empêchez littéralement votre cerveau de s'auto-nettoyer et de stocker des informations essentielles. Et si nous concoctions un véritable menu pour nourrir notre cerveau? Une alimentation équilibrée pour le cerveau est en réalité très simple à mettre en place et elle ne nécessite pas de produits exotiques ou coûteux. La plupart des aliments bénéfiques sont probablement déjà disponibles dans votre supermarché habituel. Votre cerveau vous en sera grandement reconnaissant si vous intégrez à votre alimentation quelques éléments clés. Tout d'abord, les graisses saines et plus particulièrement les acides gras oméga 3. Notre cerveau est composé à environ 60% de graisse et les oméga 3 sont les principaux constituants de ces cellules. Où les trouver? Principalement dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou le hareng, mais aussi dans les noix, les graines de chia et les graines de lin. Ensuite, les antioxydants. Ils protègent les cellules cérébrales des dommages causés par les radicaux libres, ralentissant ainsi le processus de vieillissement. Les principales sources d'antioxydants sont les baies colorées, la myrtille, l'érel et la fraise. Sans oublier le chocolat noir à forte teneur en cacao. Enfin, les vitamines du groupe B, qui jouent un rôle essentiel dans la production d'énergie et la synthèse des neurotransmetteurs. On les trouve en abondance dans les légumes verts,
à feuilles comme les épinards et le brocoli, ainsi que dans les œufs et les légumineuses. Nul besoin de changer radicalement toutes vos habitudes alimentaires du jour au lendemain. Essayez simplement d'intégrer progressivement ces aliments à votre régime. Même de petits changements, avec le temps, donneront des résultats notables. Vous connaissez le vieil adage « ce qui ne sert pas s'atrophie » ? C'est une maxime qui s'applique parfaitement à notre cerveau. Pour le maintenir en pleine forme, il faut le stimuler constamment. Et la meilleure façon de l'entraîner, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Imaginez votre cerveau comme un vaste réseau routier complexe. Lorsque vous effectuez des actions habituelles et routinières, vous empruntez chaque jour les mêmes larges autoroutes bien tracées. C'est facile et ne demande aucun effort. Mais avec le temps, les autres routes, plus petites, commencent à s'envaser et à être délaissées. Quand vous commencez à apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit une langue étrangère, la guitare, la programmation ou même simplement l'assemblage d'un puzzle complexe, vous obligez votre cerveau à frayer de nouveaux chemins. De nouvelles connexions neuronales s'y créent littéralement. Plus il y a de telles connexions, plus votre cerveau devient flexible, adaptatif et résistant aux changements liés à l'âge. Ce processus est appelé neuroplasticité. L'apprentissage, c'est le sport de l'esprit. Non seulement cela aide à préserver les fonctions cognitives, comme la mémoire et l'attention, mais cela procure aussi un immense plaisir et augmente l'estime de soi. Peu importe votre âge. Il n'est jamais trop tard pour choisir une nouvelle direction inexplorée et commencer à construire de nouvelles voies dans votre cerveau. Reparlons de la communication. Comme nous l'avons déjà constaté, les liens sociaux ne sont pas une simple option, mais un besoin fondamental pour notre cerveau. Les entretenir est un travail actif qui rapporte d'énormes bénéfices pour notre bien-être mental. Dans le monde actuel, il est très facile de tomber dans le piège des interactions numériques. On a l'impression d'être en contact avec tout le monde, on like des publications, on commente des photos, on échange par message, mais ce n'est qu'une illusion de proximité. Un j'aime sur les réseaux sociaux ne remplacera jamais une conversation réelle, une poignée de main chaleureuse ou une étreinte sincère. Notre cerveau est conçu par l'évolution pour décrypter les signaux non-verbaux, les expressions faciales, les intonations, le langage corporel. C'est précisément cela qui crée un véritable sentiment de connexion et de confiance. C'est pourquoi il est si important de consacrer du temps aux échanges en personne. Un appel à un ami plutôt qu'un message textuel. Une rencontre avec des proches dans un café plutôt que des échanges par messagerie. Une conversation à cœur ouvert pendant laquelle vous pouvez regarder votre interlocuteur dans les yeux. Parfois, cela peut être le meilleur remède contre la morosité. Lorsque nous partageons nos préoccupations avec quelqu'un qui nous comprend et nous soutient, notre niveau de stress diminue et les problèmes ne semblent plus aussi insurmontables. Ne vous repliez pas sur vous-même, faites le premier pas. Parfois, une seule conversation sincère peut changer toute votre journée, voire toute votre semaine. Avez-vous une activité qui vous absorbe au point de vous faire oublier le temps, quelque chose dans lequel vous vous plongez entièrement, qui vous procure une joie sincère et profonde? Si c'est le cas, vous utilisez déjà l'un des outils les plus puissants pour maintenir votre équilibre mental. Si ce n'est pas le cas, il est grand temps d'en trouver une. Il s'agit bien sûr d'un hobby, d'une passion. Et ici, le résultat importe peu. C'est le processus lui-même qui compte. Dessin, modelage, tricot, jouer d'un instrument de musique, jardinage, cuisine, ce peut être n'importe quoi. La créativité, sous toutes ses formes, est un excellent moyen de faire passer notre cerveau du mode analyse et résolution de problèmes au mode création et jeu. Lorsque vous vous adonnez à votre activité préférée, votre cerveau entre dans ce qu'on appelle l'état de flux. C'est un moment de concentration totale, où vous ne remarquez plus rien autour de vous. Les pensées anxieuses concernant le passé et le futur s'estompent, car toutes vos ressources cognitives sont alors dirigées vers la tâche présente. C'est une forme de méditation active. De plus, une passion est un moyen sûr et sain d'exprimer vos émotions. Parfois, ce qui est difficile à exprimer avec des mots peut être dessiné, joué ou modelé. Cela permet d'évacuer les tensions accumulées et de mieux se comprendre soi-même. Trouvez ce qui vous anime vraiment
et faites-en une partie intégrante de votre vie. Ce n'est pas une perte de temps, mais un investissement précieux dans votre bien-être mental. La prochaine compétence essentielle à maîtriser, c'est l'art de dire non. Pour beaucoup d'entre nous, c'est incroyablement difficile. Nous craignons de blesser, de paraître égoïste ou de nuire à nos relations. Il est souvent plus simple d'accepter une requête gênante, de se charger d'un travail supplémentaire ou d'assister à un rendez-vous qui ne nous enchante guère, tout cela pour éviter un conflit potentiel. Pourtant, chaque fois que nous prononçons un oui, alors que notre cœur dit non, nous nous trahissons. Nous plaçons les besoins et les désirs des autres au-dessus des nôtres, et cela a un coût. Notre énergie, notre temps, nos ressources émotionnelles, tout cela n'est pas illimité. C'est comme un compte bancaire. Si vous distribuez constamment vos ressources à tout vent, votre compte finira par s'épuiser. Établir des limites personnelles, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte d'autopréservation et de bienveillance envers soi-même. C'est comprendre clairement à quoi vous êtes prêt à consacrer votre énergie et à quoi non. Lorsque vous apprenez à refuser poliment mais fermement, vous envoyez un signal clair aux autres, mais aussi à vous-même. Mes ressources sont précieuses et j'en dispose de manière consciente. Cela libère une quantité considérable d'énergie que vous consacriez auparavant à des choses inutiles ou désagréables. Et cette énergie, vous pouvez la rediriger vers ce qui compte vraiment pour vous. Savoir dire non, c'est avant tout une marque de respect envers soi-même. Parlons d'un outil qui prend de plus en plus d'importance dans notre monde, la détox digitale. Nous avons déjà évoqué comment le flot incessant de notifications surcharge notre cerveau. Alors, que faire? La réponse est simple, s'accorder consciemment des jours de déconnexion ou au moins des heures de pause. Imaginez que vous ne mangiez que des sucreries et des fast-foods toute la journée. En fin de journée, vous ne vous sentiriez pas très bien. L'information digitale, c'est la même nourriture, mais pour l'esprit. Et elle aussi doit être consommée de manière dosée et consciente. La détox digitale n'est pas un appel à renoncer à la technologie pour aller vivre en ermite dans la forêt. C'est une pratique de déconnexion temporaire et consciente de nos appareils. On peut commencer petit. Par exemple, la règle « pas de téléphone à table » ou un « moment de calme avant de dormir » où vous rangez tous vos appareils et lisez un livre, ou simplement discutez avec vos proches. Vous seriez surpris de l'impact puissant que cela peut avoir. Une seule heure par jour sans écran peut faire des miracles. Votre capacité de concentration commencera à se restaurer. Votre niveau d'anxiété de fond diminuera, car vous cesserez d'attendre constamment un signal ou un message. Vous recommencerez à remarquer le monde qui vous entoure. C'est un moyen simple, mais incroyablement efficace de permettre à votre cerveau de se reposer et de se recharger au fil de la journée. Voici une autre pratique simple, mais étonnamment puissante, qui ne prend que 5 minutes par jour, tenir un journal de gratitude. Cela peut sembler un peu naïf, n'est-ce pas? Pourtant, derrière cette simplicité se cache un mécanisme scientifique sérieux qui influence le fonctionnement de notre cerveau. En fait, notre cerveau est évolutivement programmé pour rechercher les dangers et les problèmes. C'est ce qui a permis à nos ancêtres de survivre. Ce mécanisme est appelé le biais de négativité. C'est pourquoi nous avons tendance à nous focaliser si facilement sur le négatif. Une seule critique, un seul échec, une seule mauvaise nouvelle. Les moments positifs, nous les tenons souvent pour acquis et les oublions rapidement. Tenir un journal de gratitude est une manière de réorienter consciemment l'attention de notre cerveau. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez simplement un carnet et notez 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Il ne s'agit pas forcément de choses grandioses. Une bonne tasse de café le matin, un rayon de soleil sur le mur, une conversation agréable avec un collègue, le sourire d'un inconnu. En pratiquant régulièrement cet exercice simple, vous entraînez votre cerveau à remarquer le positif. Vous lui apprenez à ne pas ignorer les petites joies du quotidien. Avec le temps, cela devient une habitude et vous commencez à voir le monde un peu différemment. Cela ne supprime pas les problèmes, mais ça aide à maintenir l'équilibre et à ne pas se laisser submerger par le négatif. Que faire cependant si malgré tous ces conseils, rien ne semble s'améliorer?
Si ce sentiment d'apathie, de tristesse profonde ou d'anxiété constante persiste pendant des semaines, voire des mois, dans ce cas, il est crucial d'apprendre à reconnaître les signaux d'alerte que votre esprit vous envoie. C'est un peu comme avec la douleur physique. Si vous avez un léger mal de tête, vous pouvez prendre un comprimé. Mais si la douleur est aiguë et qu'elle persiste plusieurs jours, vous ne l'ignoreriez pas, n'est-ce pas? Vous comprendriez que c'est le signe de quelque chose de plus grave et consulteriez un médecin. Avec votre état psychologique, c'est exactement la même chose. Quels sont alors ces signaux d'alerte? Des changements drastiques dans l'appétit ou le cycle de sommeil. Vous avez soit des insomnies persistantes, soit vous dormez excessivement. Une perte d'intérêt pour des activités qui vous procuraient auparavant du plaisir. Un sentiment de fatigue persistant même après une période de repos, des difficultés à vous concentrer qui impactent votre travail ou vos études, un sentiment de désespoir ou d'inutilité. Si vous ou vos proches remarquez l'un de ces symptômes qui persistent sur une longue période, ce n'est pas simplement une mauvaise passe ou un coup de blues, c'est un signal clair qu'il est temps de chercher une aide professionnelle. Reconnaître et accepter cette réalité est le premier et le plus essentiel pas vers le rétablissement. Dès que l'on évoque l'aide professionnelle, on se heurte immédiatement à une barrière colossale, la peur. La peur d'être jugé, la peur de paraître faible ou fou. Malheureusement, dans notre société, de nombreux stéréotypes persistent encore à ce sujet. Prenons une analogie simple. Si vous vous cassez la jambe, vous n'allez pas essayer de vous ressaisir et de continuer à marcher, en ignorant la douleur, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas honte d'aller voir un traumatologue ou un orthopédiste pour qu'il vous pose un plâtre. Vous comprenez que c'est normal et même indispensable à votre guérison. Alors pourquoi, quand quelque chose se brise dans notre psychisme, agissons-nous différemment? Pourquoi avons-nous honte de consulter un spécialiste qui sait justement réparer cela? Aller voir un psychologue ou un psychothérapeute est une démarche tout aussi normale et sensée que d'aller chez le dentiste si vous avez mal aux dents ou chez le cardiologue si vous avez des problèmes cardiaques. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est une preuve d'immense force et de grande responsabilité, la force de reconnaître que l'on a un problème et la responsabilité de son propre bien-être. C'est le pas courageux d'une personne qui souhaite se comprendre et améliorer sa vie. Il est temps de laisser ces préjugés obsolètes derrière nous. Alors, vous avez décidé de consulter un spécialiste. Mais concrètement, comment ça se passe? À quoi s'attendre lors d'un rendez-vous avec un psychologue ou un psychothérapeute? Beaucoup s'imaginent le divan des vieux films, avec quelqu'un qui va fouiller dans leur trauma d'enfance. Parfois ça arrive, mais la psychologie moderne offre une panoplie d'outils bien plus vaste et diversifiée. L'objectif principal du spécialiste est de vous aider à comprendre par vous-même ce qui se passe en vous. Il ne vous donne pas de conseils tout faits du genre « faites ceci, ne faites pas cela ». Il agit comme un guide, un copilote. C'est vous qui êtes au volant de votre propre véhicule. Lui, il est assis à côté de vous, avec la carte, et vous aide à trouver le bon chemin, en éclairant les virages et les bifurcations que vous ne percevez pas vous-même. Le psychologue vous aide à observer vos propres schémas de pensée, vos réactions émotionnelles et vos modes de comportement, avec un regard extérieur. Il pose les bonnes questions, celles qui vous amènent à réfléchir aux causes de vos états. Pourquoi réagissez-vous de cette manière? Quelle pensée déclenche votre anxiété? Qu'y a-t-il réellement derrière votre colère? Ensemble, vous ne cherchez pas un simple antidouleur, mais la racine du problème. Et surtout, le spécialiste vous fournit des outils concrets et pratiques que vous pourrez utiliser de manière autonome, même après la fin de la thérapie. C'est un peu comme apprendre à réparer sa propre voiture plutôt que de l'emmener au garage pour chaque petit bobo. L'un des outils les plus populaires et efficaces utilisés par les spécialistes s'appelle la thérapie cognitivo-comportementale ou TCC en abrégé. Cela peut paraître complexe, mais en réalité, son principe est très simple et logique. Elle repose sur l'idée que nos émotions et notre comportement ne sont pas déterminés par les événements eux-mêmes, mais par la manière dont nous les interprétons. Imaginez la situation suivante. Votre ami n'a pas répondu à votre message. La première pensée qui pourrait vous traverser l'esprit est « il m'en veut,
je ne lui sers plus à rien. Quelle émotion cette pensée va-t-elle provoquer? Probablement de la tristesse, du ressentiment, de l'anxiété. Et quel comportement en découle? Vous passerez la journée à vous inquiéter, à relire la conversation, et peut-être même à envoyer un nouveau message pour vous excuser. Maintenant, imaginez une autre pensée face au même événement. Il est probablement occupé ou n'a pas vu son téléphone. L'émotion, le calme, le comportement. Vous posez simplement votre téléphone et vaquez à vos occupations. L'événement est le même, votre ami n'a pas répondu. Pourtant, vos ressentis sont complètement différents. La TCC nous apprend justement à repérer ces pensées négatives automatiques qui, tels des logiciels malveillants, se déclenchent dans notre esprit et nous gâchent la vie. Elle aide à les remettre en question, à en vérifier le réalisme et, si nécessaire, à les remplacer par des pensées plus constructives et saines. C'est comme installer un antivirus pour votre esprit. Parfois, la thérapie et les exercices seuls ne suffisent pas. Dans ces situations, un spécialiste peut alors recommander un soutien médicamenteux. Et c'est là que, pour beaucoup, une véritable panique s'installe. On veut me rendre accro aux médicaments. Je vais devenir un légume. C'est de la chimie, c'est dangereux. Démystifions ensemble ces craintes. Imaginez une personne atteinte de diabète. Son corps ne produit pas assez d'insuline et pour mener une vie normale, elle doit en prendre sous forme de médicaments. Personne ne lui dit « prends-toi simplement en main et commence à produire de l'insuline ». Nous comprenons bien qu'il s'agit d'un processus physiologique sur lequel la volonté n'a aucune emprise. Dans certaines conditions psychiques, par exemple lors d'une dépression clinique ou d'un trouble anxieux sévère, un dysfonctionnement similaire se produit dans le cerveau. La production et la transmission des neurotransmetteurs sont perturbées, ces fameuses substances qui sont responsables de notre humeur, comme la sérotonine ou la dopamine. Les antidépresseurs modernes et d'autres traitements aident justement à rétablir cet équilibre chimique fragile. Ce ne sont pas des pilules du bonheur ni des drogues, ce sont des médicaments qui, comme un plâtre pour une jambe cassée, créent les conditions propices à la guérison. Ils offrent à votre psychisme le soutien nécessaire, soulagent les symptômes les plus aigus, afin que vous puissiez avoir la force de travailler sur vous-même en thérapie. Il est bien sûr essentiel que seul un médecin psychiatre qualifié les prescrive et en assure le suivi. Il n'y a là rien d'effrayant. C'est de la science, tout simplement. Et maintenant, parlons de quelque chose de vraiment fascinant, d'un véritable super-pouvoir de notre cerveau. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau d'un adulte était une structure statique, que toutes les connexions neuronales se formaient dans l'enfance et qu'ensuite, rien ne pouvait plus être modifié. On pensait que ce avec quoi on avait grandi était définitif, mais la science moderne a complètement réfuté ce mythe. Notre cerveau possède une qualité extraordinaire, appelée neuroplasticité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il est capable de se modifier et de se réorganiser physiquement tout au long de notre vie. Il peut créer de nouvelles connexions neuronales, renforcer les anciennes et même affaiblir celles qui ne sont plus utilisées. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, que vous acquérez une nouvelle compétence ou même que vous changez simplement une habitude, vous modifiez littéralement la structure de votre cerveau. Imaginez un sentier dans une forêt. Si vous l'empruntez tous les jours, il devient large et bien tracé. Si vous cessez de l'emprunter, il finit par disparaître sous la végétation. La même chose se produit avec les voies neuronales dans votre cerveau. Pourquoi est-ce si important ? Cela prouve que nous ne sommes pas prisonniers de nos vieilles habitudes et de nos schémas de pensée négatifs. Nous pouvons les changer. En pratiquant la pleine conscience, en apprenant de nouvelles réactions face au stress, nous traçons de nouveaux sentiers plus sains dans notre cerveau. Et avec le temps, ils deviennent nos nouveaux itinéraires automatiques. Votre cerveau n'est pas une pierre figée, mais une argile vivante et malléable entre vos mains. Prêt pour une autre révélation fascinante sur le lien entre notre esprit et notre corps, parlons de l'axe intestin-cerveau. Oui, vous avez bien entendu. L'état de votre digestion influence directement votre humeur, vos émotions et même vos processus de pensée. Ce n'est pas de la science-fiction, mais l'une des voies les plus prometteuses de la neurobiologie moderne.
Notre intestin abrite tout un univers de micro-organismes, des trillions de bactéries. Cet écosystème, on l'appelle le microbiote. Pendant longtemps, on a cru que leur seule mission était de nous aider à digérer, mais il s'avère que c'est bien plus complexe que ça. L'intestin et le cerveau sont en dialogue constant. Ils communiquent entre eux via le nerf vague, les hormones et le système immunitaire. Mieux encore, environ 95% de la sérotonine, cette fameuse hormone du bien-être, est produite directement dans l'intestin. Et ce sont ces mêmes bactéries qui en sont responsables. Quand l'équilibre du microbiote est perturbé, par exemple à cause du stress, d'une mauvaise alimentation ou de la prise d'antibiotiques, la production de sérotonine peut chuter. Et qu'est-ce qu'on obtient au final? Une humeur maussade, une anxiété accrue, des problèmes de concentration. Parfois, la cause de votre vague à l'âme inexpliquée ne se trouve pas dans votre tête mais bien dans votre ventre. Cela démontre une fois de plus à quel point tout est interconnecté dans notre corps et l'importance d'en prendre soin de manière globale. Et si on se projetait un instant dans le futur? Ce qui semblait, hier encore, de la science-fiction est aujourd'hui une réalité palpable dans le domaine de la santé mentale. Les technologies évoluent à une vitesse fulgurante, nous offrant des opportunités inédites pour prendre soin de notre cerveau. Prenez par exemple la thérapie par réalité virtuelle ou thérapie VR. Imaginez une personne phobique des avions. Auparavant, pour traiter cette phobie, il aurait fallu l'exposer réellement à un vol en avion. Désormais, il est possible de créer une simulation de vol absolument réaliste sans même quitter le cabinet du thérapeute. Dans un environnement sûr et contrôlé, la personne peut s'habituer progressivement à la situation anxiogène, surmontant sa peur pas à pas. La VR est déjà employée avec succès pour le traitement des phobies, du trouble de stress post-traumatique et de l'anxiété. Et l'intelligence artificielle, alors? Il existe déjà des applications basées sur l'IA capables d'analyser votre voix, vos écrits ou même vos expressions faciales pour détecter les signes précoces de dépression. Des chatbots intelligents sont développés pour offrir un premier soutien psychologique à tout moment de la journée. Et ce n'est que le début. À l'avenir, les technologies ne remplaceront pas le professionnel humain, mais deviendront un outil extrêmement puissant entre ses mains, rendant l'aide plus accessible et personnalisée. Et une autre compétence clé qu'on ne peut pas ignorer quand on parle de santé mentale, c'est l'intelligence émotionnelle. Ce terme vous est peut-être familier. Pour faire simple, c'est cette capacité à reconnaître, comprendre et gérer nos propres émotions, mais aussi celles des autres. Soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous n'ont pas appris à gérer leurs émotions pendant l'enfance. On nous disait souvent « ne pleure pas, ne te fâche pas, les garçons n'ont pas peur ». C'est comme si on nous apprenait à ignorer ou à réprimer nos sentiments, à les considérer comme quelque chose de mauvais ou d'inapproprié. Résultat, une fois adultes, nous ne comprenons souvent pas ce qui nous arrive. Nous ressentons de la colère sans en saisir la cause. Nous vivons de l'anxiété sans pouvoir l'expliquer. Développer l'intelligence émotionnelle, c'est un peu comme obtenir le mode d'emploi de notre propre tableau de bord intérieur. La première étape consiste à apprendre à nommer nos émotions. Non pas juste « je ne me sens pas bien », mais plutôt « je ressens de la tristesse, je suis irrité, je suis déçu ». Le simple fait de nommer une émotion en diminue déjà l'intensité. La deuxième étape, c'est de comprendre le message que véhicule cette émotion. La colère peut signaler une violation de vos limites, la peur, un danger potentiel, la tristesse, la perte de quelque chose d'important. Lorsque vous comprenez vos émotions, vous pouvez y réagir de manière consciente plutôt qu'impulsive. C'est le fondement de relations saines, avec les autres, mais surtout, et c'est primordial, avec soi-même. Nous voici arrivés au terme de notre voyage dans l'univers de la santé mentale et cognitive. Nous avons exploré de nombreux aspects, de la biochimie cérébrale à l'impact des technologies. Et il est maintenant temps de rassembler tous ces éléments pour en tirer la conclusion essentielle. Prendre soin de son bien-être mental, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes et que l'on oublie. On ne peut pas manger sainement et dormir 8 heures par nuit pendant une semaine, puis s'attendre à ce que cette réserve suffise pour tenir toute une année. C'est un marathon de toute une vie. C'est un processus continu et quotidien, composé de multiples petits pas,
parfois presque imperceptibles. Aujourd'hui, vous choisissez de marcher au lieu de prendre le bus. Demain, vous vous couchez une demi-heure plus tôt. Après-demain, vous appelez un ami au lieu de scroller sur les réseaux sociaux. Chacun de ces petits choix est une brique que vous posez aux fondations de votre bien-être. Inutile d'essayer de tout changer d'un coup. C'est la voie assurée vers le burn-out et la déception. Commencez par une seule chose, celle qui vous semble la plus simple et la plus accessible dès maintenant. Une fois que cela sera devenu une habitude, ajoutez-en une autre. Rappelez-vous, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas, et ce chemin en vaut vraiment la peine. Et c'est là que se trouve le véritable tournant. Nous avons l'habitude de percevoir la santé comme un état binaire. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Pourtant, la santé mentale et cognitive n'est pas un état figé, mais un processus actif et dynamique. C'est un peu comme entretenir un jardin. On ne peut pas planter des fleurs une seule fois et s'en désintéresser. Il faut les arroser, les fertiliser, les protéger des mauvaises herbes. Il en va de même pour notre cerveau. Il n'existe pas de pilule magique qui d'un coup vous rendra heureux et concentré pour le restant de vos jours. Mais il existe un ensemble d'outils, le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, les liens sociaux, la pleine conscience, que vous pouvez mobiliser au quotidien. L'idée maîtresse que je souhaite vous transmettre est la suivante. Vous avez bien plus de contrôle sur l'état de votre cerveau que vous ne le pensez. Cessez de le considérer comme une boîte noire, impénétrable. Commencez plutôt à le percevoir comme votre principal allié, un allié qui a besoin de votre attention et de vos soins. Et le pas le plus important, c'est de reconnaître que demander de l'aide quand on en a besoin est non seulement normal, mais aussi un signe de force. C'est le geste le plus courageux sur le chemin de l'harmonie avec soi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Quels conseils parmi ceux évoqués dans cette vidéo appliquez-vous déjà dans votre quotidien ou aimeriez-vous mettre en pratique? Partagez vos réflexions en commentaire et discutons-en ensemble.